n'avais pas encore 4 ans. C'était en 1941, en automne ou en hiver, je ne sais plus, c'est si loin. Mon père, administrateur en chef des colonies, allait rejoindre avec sa famille son nouveau poste de secrétaire général du gouvernement à Papeete sur l'île de Tahiti. La joyeuse troupe comprenait, outre mon père Louis, 56 ans, ma mère Christiane, son épouse de 37 ans, qu'il appelait familièrement Patemouille pour son expertise dans le repassage de ses uniformes, ma sœur Ginette, 16 ans, mon petit frère René Diroro, 1 an, et moi, Joseph, surnommé Jojo. L'embarquement pour Tahiti eut lieu en Australie avec une escale prévue en Nouvelle-Zélande. En cette période de Seconde Guerre mondiale, notre famille venait en effet de passer quelque temps à Sydney après avoir quitté le territoire de l'Oubangui-Chari, dernier poste occupé par mon père en Afrique équatoriale française. Ce territoire, ancienne colonie où mon frère et moi sommes nés, est devenu de nos jours, et après bien des péripéties, la République centrafricaine. La capitale en est Bangui. Nous naviguions dans le Pacifique Sud sur le Trot d'Angers. C'était un beau bateau de commerce blanc sous pavillon norvégien, un cargo mixte de 140 mètres de long. Je crois me souvenir que les passagers étaient peu nombreux, 7 ou 8 tout au plus en dehors de nous. Pas étonnant ce temps de guerre. Quelques fonctionnaires et des militaires, en congé ou rejoignant leur poste, étaient les rares personnes à voyager. Le navire devait rallier la Polynésie française à partir de Sydney après un périple de plus de 6000 kilomètres. Le voyage s'effectuait sur la menace permanente d'une rencontre potentielle avec des sous-marins japonais. Ceux-ci étaient en effet nombreux dans l'océan Pacifique à cette époque. L'on m'a rapporté plus tard que le Trot d'Angers avait d'ailleurs été coulé par une torpille lors du voyage suivant. Décidément, le hasard a une part prépondérante sur le cours d'une existence. Notre embarquement aurait eu lieu quelques mois plus tard, ce récit n'existerait pas. C'était donc la période de Pearl Harbor. Les marins, tout comme mes parents, étaient sans cesse aux aguets, inquiets du moindre mouvement de la mer et du plus petit bruit. Mon père, modérément sensible au mal de mer, sauf en cas de gros temps, était parfois sur le pont, scrutant les flots avec sa paire de jumelles. Il acceptait alors que je l'accompagne, tout en me recommandant de m'accrocher à lui pour ne pas tomber. Les autres membres de la famille restaient cloîtrés dans leur cabine. Quel que fût l'état de la mer, ma mère était en effet en permanence malade. Ginette, elle, s'occupait comme elle le pouvait de notre frère René, du moins quand le mal de mer ne la gagnait pas elle aussi. Je compris donc vite, et non sans fierté, que j'étais le seul à supporter le mauvais temps. Le gros temps fut présent pendant la majeure partie de notre voyage, indisposant mes parents et ma sœur. Cela explique qu'un petit garçon turbulent d'un peu moins de 4 ans ait pu, faute de surveillance, profiter d'une très grande liberté dans ses faits et gestes. À plusieurs reprises, je me glissais derrière les hublots des cabines pour observer un spectacle qui m'a paru à la fois grandiose et fascinant. Profitant de l'état nauséeux des autres membres de la famille, leur échappant donc sans difficulté, il m'arriva même, un jour de solitude, par bravade, par ennui et dans un instant de folle curiosité, pour ne pas dire de folie, de me décider à déambuler seul sur le pont, cela afin de voir le spectacle de plus près. Comment, inconscient du danger, suis-je parvenu à actionner la porte donnant sur le pont, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à peine parvenu à l'air libre, je me souviens que le vent m'étourdit. Il était même si fort qu'il me devint difficile d'ouvrir les yeux. Moi d'ordinaire si alerte, j'avançais avec la plus grande difficulté sous les rafales. Je n'entendais rien d'autre qu'un sifflement strident, rythmé par le bruit sourd des vagues, venant se fracasser contre la coque du cargo. À rythme régulier, le nez du navire plongeait. Se cabrant tel un pur sang, il s'écrasait dans l'océan avec un fracas assourdissant. Les vagues blanches succédaient déferlant sur le pont au risque de me submerger à tout instant. Après quelques pas sur le pont, je me sentis glisser sur le sol lavé par l'océan. Je fus projeté avec violence contre un pilier auquel je ne sais par quel miracle je parvins à m'accrocher. À 4 pattes, arrosé par les embruns, je m'y agrippai tant bien que mal, et de toutes mes forces afin de ne pas être emporté. Rapidement fourbu, sans force, j'allais lâcher prise quand je fus découvert, nouveau miracle, par un officier. Je lui dois la vie. Il me saisit brutalement dans ses bras en hurlant et me conduisit prestement rejoindre les miens. Ma promenade aura été brève. La remontrance familiale fut brutale, mais bien heureusement brève elle aussi. La chance était de mon côté.
Mes parents et ma sœur passaient leur temps à soulager leur estomac. Ils étaient hors d'état de me punir. La conséquence inattendue de l'histoire est que, depuis cet événement mémorable, observer, nager et plus tard naviguer dans une mer agitée sont devenus pour moi des plaisirs extrêmes. Malheureusement, j'ai constaté, et peut-être l'avez-vous remarqué vous aussi, les meilleures choses prennent fin beaucoup plus rapidement que les mauvaises. C'est ainsi qu'à mon grand regret, quelques jours plus tard, le mauvais temps laissa la place à un temps calme et reposant. Le soleil revint. Les vagues avaient disparu, les embruns avaient cessé. Nous approchions de notre but. Les visages se détendaient, enfin tranquillisés. La vie reprenait son cours normal. Les repas en famille purent joyeusement reprendre. Ma mère accepta même de monter parfois sur le pont et d'y faire quelques pas au bras de mon père. On put aussi entendre à nouveau le rire cristallin et en cascade de Ginette, ainsi que le gazouillis heureux de Roro. Un jour, au petit matin, mon père nous annonça: « Le commandant vient de m'avertir. Nous arrivons demain à Tahiti dans la matinée. » Le grand jour approchait donc. C'était pour moi l'annonce d'un terrain de jeu nouveau et la rencontre de visages inconnus. Après près de 3 semaines de navigation, j'allais enfin pouvoir courir, sauter et partir à la découverte de l'île aux cocotiers dont on m'avait tant parlé. Le lendemain matin, en effet, au lever du jour, nous pûmes apercevoir dans le lointain la terre ferme tant attendue par la famille, noire d'abord, puis verdoyante au fur et à mesure que l'on s'en approchait. À quelques kilomètres du rivage, ou plutôt à quelques milles, pour utiliser un langage marin, le bateau stoppa. On distinguait à présent la côte et la montagne la surplombant. Je m'inquiétais auprès de mon père. « Papa, on s'arrête? Comment va-t-on faire pour arriver à terre? On ne va pas y aller à la nage quand même !» C'est que, malgré mon jeune âge, je barbotais déjà grâce à Ginette, très bonne nageuse qui m'avait donné les premiers rudiments de natation lors de notre séjour en Australie. Mais visiblement, je ne me sentais pas capable de rejoindre la côte. La réplique amusa mon père. « Non, avant d'aborder l'équipage, je dois faire encore quelque chose. Après, on repartira. N'aie pas peur et regarde. » Me retournant, je vis alors de l'autre côté du pont, sortant des soutes, des chevaux et des vaches dont je ne soupçonnais pas la présence à bord. Cette présence était pourtant normale sur un navire de commerce. Les bêtes étaient rassemblées par petits groupes où s'entremêlaient le noir, le blanc, le marron. Des marins leur battaient les flancs avec des bâtons afin de les amener au plus près du bastingage. Les animaux résistaient, piaffant et meuglant tant ils semblaient affolés. Le bruit devint rapidement infernal. Tout aussi affolé, se demandant ce qui se passait, le petit bonhomme que j'étais écarquillait les yeux. Je demandai à mon père pourquoi on les battait et si les vaches et les chevaux avaient fait quelque chose de mal. Il n'eut pas le temps de me répondre car la scène devint terrifiante. Le bétail était précipité dans l'océan. Je criai après les matelots: « Arrêtez, ils vont se noyer !» Mon père se voulut rassurant. « Non, n'aie pas peur. Les chevaux et les vaches, ça sait nager. Ils vont rejoindre la côte. Tu pourras les revoir tout à l'heure à notre arrivée au quai. » M'étonnant de tant de cruauté humaine, les larmes aux yeux, je regardais impuissant, incrédule et tremblant. Les bêtes furent précipitées les unes après les autres, sans ménagement, par-dessus bord. Elles disparaissaient un court instant dans la mer avant de remonter à la surface. D'abord effrayées par la brutalité du saut effectué, elles battaient ensuite des pattes à grand renfort d'écume pour se maintenir à flot. Le troupeau s'écarta peu à peu du navire en direction de la terre ferme sous la conduite vigilante de quelques pirogues à balancier arrivés près du navire. Voyant les chevaux et les vaches nager et s'éloigner peu à peu du bateau tout en se rapprochant du rivage, je fus enfin rassuré. Mes pleurs s'arrêtèrent. Je pris la main de mon père et lui demandai: « Papa, qui leur a appris à nager ?» Personne. C'est naturel chez les animaux. Ils tiennent sur l'eau. C'est vrai aussi pour les chiens, les chats, les oiseaux, les canards, les chevaux comme pour les cochons. Je me dis que les animaux avaient bien de la chance de savoir nager sans avoir appris. Moi, je tenais difficilement sur l'eau, et Patemouille, elle, avait avoué un jour qu'elle coulerait immédiatement de peur si elle mettait seulement un pied à la mer. Les bestiaux furent rapidement hors de notre champ de vision. Le navire reprit alors sa route et se dirigea avec lenteur et précision dans le lagon pour rejoindre le quai. Toute la famille allait quelques minutes plus tard débarquer.
Nous fûmes accueillis avec chaleur par les autorités, effleuris, comme le veut la coutume polynésienne, au son des guitares et des ukulélés, accompagnant les chants mélodieux et les rires des vainés. Patemouille, la santé retrouvée, foulait avec délice la terre ferme. Tout sourire, elle revivait enfin après une trop longue inaction qui l'avait forcée à garder le lit pendant la plus grande partie de notre voyage. Ginette me rapporta des années plus tard ses premiers mots lors de notre arrivée. « Nous étions en enfer, mes enfants. Nous arrivons enfin au paradis. » Les scènes que je viens de décrire dans les quelques pages précédentes constituent mon premier souvenir d'enfant. Celui-ci restera gravé à jamais dans ma mémoire. Je revis chacune des scènes décrites comme si elles dataient d'hier. Le contour précis et vivace que j'ai des images de ce passé lointain est étonnant. Cela provient très probablement de l'impact fort que les événements racontés ont eu sur l'esprit d'un gamin de moins de 4 ans. Jusque-là, ce gamin était protégé par sa mère et en conséquence peu habitué à l'aventure. Ainsi, je revois les bestiaux se débattre de toute leur force, tentant de résister aux marins chargés de les précipiter dans l'océan, armés de cordages et de bâtons. Je les entends gémir, affolés par le grand saut. Je revois surtout le petit garçon seul, giflé par les embruns salés, glissant sur le pont, à la fois heureux et tremblant de peur et de fatigue, accroché tant bien que mal à un pilier, prêt à le lâcher, alors que les vagues se succédaient et submergeaient le pont du bateau dans un vacarme assourdissant. Il en avait fallu bien peu ce jour-là pour que le jeune écervelé fût englouti à tout jamais dans l'océan. Nous avions quitté l'enfer, avait dit ma mère. Preuve de la relativité des sentiments, pour moi, au contraire, ce périple de près d'un mois sur l'océan Pacifique s'est révélé être un fabuleux voyage paradisiaque, initiatique aussi. En effet, les événements vécus au cours de ce voyage auront été pour l'enfant que j'étais à la base de l'éclosion d'un sacré esprit d'indépendance. Très vite eurent lieu des répercussions profondes sur les traits de ma personnalité. Alors que j'étais jusque-là docile et obéissant, je me mis à n'accepter ni l'envahissante protection de Patemouille, ni aucune de ses remarques. Ruant en permanence dans les brancards, faisant fi de ses recommandations, sourd aux remontrances, je devais rapidement ingérable pour elle. Je craignais un peu plus mon père, mais par chance il était très pris par son travail. Quand il rentrait à la maison, revenant du bureau ou d'une tournée harassante dans les districts des îles voisines, j'étais la plupart du temps déjà couché. Entre un frère trop jeune pour me suivre et une sœur trop âgée pour être un exemple, je me construisis ainsi peu à peu un monde à part où il me fallait décider seul de ce que je devais faire ou ne pas faire. Cela explique probablement l'attrait manifesté par un garnement âgé d'à peine 4 ans pour la solitude et la décision solitaire. Je dois reconnaître que ce trait de caractère ne s'est pas amélioré avec l'âge. Il m'aura suivi tout au long de ma vie. Ce qui est sûr aussi est que ce voyage mouvementé aura en outre eu le mérite de provoquer chez moi une véritable fascination pour la mer et les bateaux. Celle-ci ne me quitta plus. En effet, le curieux de l'histoire est que depuis le jour mémorable où je fus confronté seul à la tempête sur le pont, risquant même d'y laisser la vie, nager et naviguer dans une mer agitée sont devenus pour moi, malgré le danger, probablement même à cause du danger, des plaisirs extrêmes. À Papeete, le lagon était en contrebas de notre maison. Je passais donc la plus grande partie de mon temps sur la plage, sous la surveillance de Ginette. J'améliorais d'ailleurs ma nage en observant ma sœur. Évoluant au milieu des coraux colorés, j'appris à les éviter pour ne pas me blesser. Je ramassais aussi sur la grève des poulpes égarés ainsi que des mollusques gélatineux que nous appelions des roris. La passion pour la mer et les bateaux était ancrée en moi à tout jamais. Ainsi, après avoir malheureusement quitté Tahiti pour la métropole, et afin d'assouvir ma passion, je pratiquais la voile dès l'adolescence. Je naviguais la plupart du temps en solitaire, préférant être barreur plutôt qu'équipier. Promenades, régates, courses croisières se succédaient au détriment de ma vie familiale. Jusqu'à plus de 40 ans, dès la sortie du travail, et quel que fût le temps, j'étais sur l'eau. Cette passion m'amena enfin, plus tard encore, et quand mes activités professionnelles me le permirent, à naviguer autour du monde,
en solitaire bien sûr, sur mon voilier, pas tout le monde.